Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accompagner tout au long du week-end sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi 27 février. Les ONG à l'honneur aujourd'hui, nous ferons la lumière sur les actions de l'une d'entre elles, Mission Enfance, avec sa cofondatrice Domitille Lagourgue. 10 jours après le début du carême, nous vous présenterons dans un reportage la vénération de l'une des épines de la Sainte Couronne du Christ, un rituel qui a lieu tous les vendredis durant ce temps liturgique. La Roca Team n'est pas parvenue à s'imposer face au Maccabi Tel Aviv hier soir. Résumé du match à suivre. Et puis, encadré par le rappeur Yas Sogo, quelques adolescents de la Principauté ont appris à écrire, dire et ressentir le slam. C'était notamment cet après-midi et nous y étions. Leur engagement est souvent discret mais essentiel. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des ONG. Les organisations non gouvernementales sont nombreuses en principauté et leurs actions impactent directement la vie de millions de personnes. La directrice et cofondatrice de Mission Enfance est avec nous pour en témoigner. Bonsoir Domitille Lagourgue. Bonsoir Sarah. Merci de nous accorder cette interview. Nous avons souhaité mettre en lumière l'ONG que vous avez cofondée il y a 35 ans. Quel était l'objectif à ce moment-là ? Alors, il y a 35 ans que nous avons fondé cette association à Monaco et en France. Et l'objectif, c'est de porter secours aux détresses aux enfants dans le monde. Donc, nous agissons essentiellement au niveau éducatif, par des réhabilitations d'infrastructures scolaires, par des constructions d'écoles, par des centres d'animation d'enfants, des ludothèques. Tout est très axé sur l'école. Mais j'avoue que ces dernières années, la situation étant ce qu'elle est, nous agissons aussi énormément au niveau de l'urgence, parce que les conflits se sont démultipliés, qu'il y a un besoin alimentaire et sanitaire très important dans les pays dans lesquels nous avons nos missions. Nous avons 10 pays d'intervention, donc beaucoup de travail. Est-ce que vous pouvez nous les citer justement, ces pays ? Là, vous avez justement derrière vous une image, une photo d'un jeune enfant en Afghanistan, où nous sommes très présents. Actuellement, nous réalisons des missions de distribution alimentaire pour 120 familles qui sont à Kaboul et qui ont une déperdition économique terrible, plus une situation alimentaire très défaillante et une grande misère, une grande pauvreté dans tout l'Afghanistan. Nous travaillons en Syrie, où l'aide d'urgence est toujours importante. Nous intervenons en Colombie, où nous avons des ludothèques pour accueillir des enfants qui sont dans des banlieues et qui subissent énormément de violence. Et ça, la violence est un sujet qui est assez généralisé sur l'ensemble de nos terrains d'intervention. Donc nous permettons à ces enfants en fait de vivre leur enfance. Nous avons une trentaine de personnes qui s'occupent de ces enfants, qui sont des assistants sociaux et qui animent de façon par le jeu à leur apprendre la vie en communauté avec des partenaires et non plus des adversaires. Nous travaillons en Irak où nous travaillons avec cette communauté yézidi qui est une communauté qui a été massacrée en 2014 par l'État islamique qui est arrivé à Mossoul. Nous travaillons aussi en Arménie où nous avons du parrainage scolaire, beaucoup qui est très important pour l'éducation des enfants, leur avenir. Nous travaillons au Burkina Faso, qui est un pays qui souffre aussi beaucoup du conflit, surtout dans le nord du pays. Et on a beaucoup de projets dans chacun de ces pays. Je vous parle du Liban, où nous sommes présents depuis 35 ans aussi. Nous intervenons aussi au Laos, au Vietnam, au Laos dont je rentre actuellement. Et où nous construisons des écoles primaires, et nous formons aussi surtout les jeunes générations à l'informatique. Donc nous construisons des centres informatiques sur le territoire laotien pour que les élèves puissent ensuite trouver un emploi dans leur pays. En tout, c'est 1 500 000 enfants qui ont été aidés par Mission Enfance. Oh, plus maintenant, parce que on est presque à 2 millions, je pense. Là, on n'a pas fait les dernières statistiques, mais on arrive à 2 millions en 35 ans, bien sûr, oui, parce que notre soutien
s'étend en fait de plus en plus aux populations et se répand. Et nous faisons énormément d'aides d'urgence justement. Ce drame que rencontrent ces populations. Donc ça étend énormément le nombre de bénéficiaires aujourd'hui. Et votre mode de fonctionnement est toujours le même? Vous réalisez directement sur le terrain les programmes que vous concevez d'ailleurs avec les locaux? Absolument. C'est-à-dire que nous avons des coordinateurs locaux. Avec lesquels nous travaillons, certains même depuis plus de 30 ans. Et nous mettons ensemble au point, sur un constat de besoin de ces populations, les projets que nous allons réaliser avec eux sur place et des équipes que nous recrutons, soit particulièrement pour la réalisation de ces projets, si ce sont des constructions d'écoles, mais aussi des psychologues qui travaillent avec nous depuis très longtemps, comme en Colombie. Donc le coordinateur local, pour nous, est le maillon essentiel à la réalisation de nos programmes humanitaires. Une dernière question, vous en êtes témoin vous-même. Monaco est un État particulièrement solidaire avec de nombreuses associations. Vous les rencontrez régulièrement ? Oui, parce que nous avons le médiateur entre nous tous, qui est la direction internationale, enfin de la coopération internationale, et qui nous réunit régulièrement. Donc nous nous connaissons à travers ces réunions et nous échangeons et nous travaillons tous de façon différente. Donc il est parfois, on n'imagine pas de pouvoir collaborer peut-être. Certains collaborent sans doute sur des programmes, mais nous on est un petit peu plus indépendants. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir ce que font les autres et puis de créer cette communauté justement qui travaille ensemble pour le bien commun. Et ça, c'est une donnée qui est fondamentale. C'est ce bien commun qui nous lie. Et votre travail est précieux. Merci beaucoup, Domitille Lagourgue, d'avoir été notre invitée. Merci. Vous le savez, nous sommes en pleine période de carême et pour accompagner les fidèles pendant ces 40 jours, le diocèse de Monaco propose chaque vendredi des conférences sur le thème des grandes prières chrétiennes. À l'issue de celle-ci, un moment très solennel, la vénération de l'une des épines de la Sainte Couronne du Christ. Le récit de Patricia Navarro sur les images d'Arnaud Imbert. En ce vendredi de carême, sous les voûtes de la cathédrale, l'instant est solennel. C'est avec dévotion et respect qu'une à une, les personnes présentes prennent part à la vénération d'une relique à la valeur inestimable pour les chrétiens. Cette fine épine provient de la couronne posée sur la tête du Christ lors de la Passion. La couronne d'épines qui est conservée à Notre-Dame de Paris aujourd'hui, qui avait été, vous savez, la Sainte-Chapelle avait été construite par Saint Louis quand il a recueilli cette relique insigne. Alors en fait, elle est attestée au moins depuis le début du IVe siècle, c'est-à-dire très très tôt. On sait qu'existe cette couronne d'épines. Elle a eu tout un parcours qu'on peut suivre. On sait exactement par où elle est passée, jusqu'au moment où Saint Louis la rapporte à Paris. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir dans toute la chrétienté, on est au Moyen-Âge, c'est une époque où les reliques, c'est très important. Alors on va retirer les épines de la couronne et on va commencer, c'est des cadeaux extraordinaires qu'on va faire dans différentes cours, dans des grandes églises. Alors on sait qu'ici à Monaco, il y en avait une depuis le Moyen-Âge qui était au palais, mais elle a disparu au moment de la Révolution française. Ça, on le doit à Thomas Fouilleron qui est allé faire quelques recherches. Et celle qu'on a aujourd'hui à la cathédrale, c'est une épine qui vient de la couronne d'épines. Et on a une attestation de l'archevêque de Paris à la fin du XIXe siècle qui dit « cette épine vient bien de la couronne d'épines de Notre-Dame de Paris ». On ne sait pas pourquoi elle est arrivée ici, mais on est très très fiers d'avoir, parce que c'est vraiment un trésor extraordinaire. Quelques minutes plus tôt, l'Assemblée écoutait la conférence du jour consacrée à une grande prière chrétienne, en l'occurrence le Notre Père. Chaque vendredi de carême, la cathédrale propose ainsi un temps d'enseignement ouvert à tous et qui favorise le questionnement et l'approfondissement des connaissances. Les chrétiens se préparent à Pâques et il ne faut pas arriver démunis à Pâques. Il vaut mieux s'être purifié. Alors, par le jeûne, par la prière, par des actes de charité, mais c'est aussi bien de nourrir son intelligence. Et donc ces conférences sont là pour nous donner du grain à moudre, venir un peu enflammer notre cœur. Voilà, il faut comprendre où on va, nous booster, j'allais dire.
Entre la parole partagée lors de la conférence et le rituel de la vénération, les vendredis du carême proposés par le diocèse font cohabiter deux moments complémentaires au cœur desquels la compréhension et la contemplation conduisent les fidèles sur leur chemin jusqu'à Pâques, un chemin spirituel de 40 jours initié le 18 février dernier et qui s'achèvera le 2 avril prochain. Ouvrons à présent une page sport avec d'abord du tennis et cette fin de parcours pour Valentin Vachereau au Mexique. Ce vendredi, le Monégasque a été battu en quart de finale de l'ATP 500 d'Acapulco. Pourtant bien embarqué contre Brandon Nakashima, c'est finalement l'Américain qui a remporté la rencontre 2-6, 6-2, 6-3 après 1 heure et 47 minutes de jeu. En basket, suite et fin de la 29e journée d'Euroleague hier soir. Monaco s'est incliné 91-86 face au Maccabi Tel Aviv à la salle Gaston Médecin. Mauvaise opération pour les Monégasques dans la course au play-off. Le résumé est signé Frédéric Elion sur les images de Jean-Alexandre Dordet. Irrésistibles et titrés, en Leaders Cup, les Monégasques n'ont pas réussi à confirmer leur embellie sur la scène européenne jeudi soir. Face au Maccabi Tel Aviv, la Roca Team a concédé sa 6e défaite en 7 matchs d'Euroleague, la 3e lors des 4 dernières réceptions à Gaston Médecin. Comme trop souvent, Monaco connaît un retard à l'allumage, dominé sous le cercle avec 5 rebonds offensifs dans le premier quart-temps pour le Maccabi. La Roca Team est menée 30-17 après 10 minutes. Avant qu'Alpha Diallo ne sonne la révolte et de quelle manière le numéro 11 lâche un poster monstrueux sur Marcio Santos. Le pivot brésilien en sourit, voilà assurément un des dunks de l'année en Euroleague. Diallo enchaîne avec 2 tirs à 3 points et Monaco revient à -3, puis bascule à la pause avec 9 points de retard, 49-40. Dans le 3e quart-temps, Jaron Blossomgame pose les jalons d'une soirée historique pour lui. 25 points, record en carrière. Grâce à son énergie débordante, la Roca Team recolle à une possession dans le 4e quart-temps. Mais Sorkin à 3 points, puis Tautin à mi-distance rentre 2 tirs clutch, ce que les arrières monégasques, eux, ne parviennent pas à faire. 91-86, la Roca Team s'incline face au Maccabi. C'était compliqué, mais je trouve qu'on est resté soudés jusqu'à la fin du match, même quand ils sont revenus au fur et à mesure fin du match. Et c'est une belle victoire pour nous, on est dans un bon momentum, et donc il faut continuer et espérer de se qualifier pour les playoffs. I mean, obviously a tough game. You don't want to give this one up on your home court, considering what's at stake. But we keep fighting. We have 9 games left. And we're still an experienced, still a talented team. Anything can happen in this EuroLeague, as we've seen all season, so we got to stay together. Avec cette défaite, Monaco glisse à la 9e place avec plus qu'une victoire d'avance sur le premier non qualifié pour les play-in. Du football pour terminer. Après son élimination en Ligue des Champions, la SMFC compte bien poursuivre sur sa bonne lancée en championnat. Victorieux lors des 2 dernières sorties en Ligue 1, les hommes de Sébastien Pocognoli espèrent enchaîner demain avec la réception d'Angers. Un duel très important pour les Rouges et Blancs qui tenteront de décrocher 3 points précieux. Écoutons le coach en conférence de presse. C'est très clair, il y a 11 matchs, il n'y a plus que la Ligue 1. Comme concentration, les joueurs blessés vont revenir tout doucement, donc on va, je l'espère, terminer avec une dynamique assez positive. Et si on veut rejouer la scène européenne l'année prochaine, il va falloir faire une série dans ces 11 matchs. Et on en est capable, on est sur une bonne série, on doit la continuer et essayer de compenser le petit passage difficile qu'on a eu vers la fin de l'année et rattraper ce temps perdu. Donc là maintenant, tout le monde doit regarder dans la même direction. Je pense que les joueurs qui se voient sur le long terme à Monaco veulent rejouer la Coupe d'Europe. Si certains espèrent dans cette période-là maintenant passer un cap de leur carrière, c'est aussi l'héritage qu'ils doivent donner à leurs coéquipiers. Donc chacun doit être gagnant et ne pas calculer. Coup d'envoi de la rencontre demain à 19h au Louis II. À ne pas manquer non plus demain, à la patinoire du Port Hercule, la grande fête de la glisse du Skating Club of Monaco et de la Fédération monégasque de patinage. Au programme le matin, le championnat monégasque de patinage.
À 16h, la masterclass du champion du monde Brian Joubert et David Lewton-Brain. Elle sera suivie d'une démo de hockey sur glace et du gala de patinage artistique et de la finale du challenge inter-entreprise de curling qui opposera le centre cardio-thoracique à Trasomar du groupe Pastor. Notez que l'entrée est libre et gratuite et que l'événement se déroule de 9h à 21h. Les détails sont à retrouver sur les réseaux sociaux du club. Les vacances scolaires sont l'occasion de voir du beau spectacle, mais aussi de laisser parler sa créativité. Alors que le printemps des poètes approche, un atelier slam était organisé hier et aujourd'hui à la médiathèque Caroline. Aux côtés de Yass Sogo, rappeur et professeur de français, les adolescents ont exploré la puissance des mots et des notes. Alban Gingembre et Arnaud Humbert. Si on n'a pas l'amitié, on aura toujours la fraternité. Bravo. Oser s'exprimer à travers le slam, c'est ce que ces poètes en herbe tentent de faire. Ils mettent à plat leur histoire en explorant la puissance des mots et la musicalité de la langue. Je connaissais pas vraiment le slam et j'ai voulu découvrir. Quand je suis arrivée là, j'étais un peu hésitante, mais après on a fait des activités pour être en confiance. On a fait du théâtre, on a fait des exercices d'articulation. Et après, je me suis sentie à l'aise et franchement, maintenant, j'ai plus aucun souci à raconter mon histoire à tout le monde. J'avais tout et n'importe quoi sur ma feuille et donc j'en ai fait un texte. C'était très intéressant. Après l'écriture, place au chant. Tu mets des petites pauses entre les phrases. Ok. Mets des petites pauses. Recommence du début. Vas-y. L'amour de ma vie est coincé sur une île. Alors, de toutes mes forces, j'ai crié. Guidés par Yass Sogo, les participants apprennent à ressentir le slam. Ce rappeur et professeur de français leur transmet l'amour des mots et de la poésie. Ça revient à une libération du langage, à l'utilisation de toutes les ressources du français, notamment la faculté à utiliser tous les registres de langue, utiliser les mots, des mots percutants et des phrases qui peuvent être percutantes. Donc oui, c'est un genre qui montre vraiment la modernité poétique. Les créations seront diffusées à la médiathèque lors d'une sieste musicale le 31 mars pour un moment d'écoute de cette jeunesse inspirée. Dans le même esprit, le pavillon Bozio ouvre ses portes aux amateurs. En cette fin de février, l'École supérieure d'art plastique propose des stages de peinture à l'huile et de dessin. Lors de ces derniers, les enfants apprennent la technique du portrait, encadrée par des artistes et des enseignants. Fabien Monia et Camille Caloni ont suivi pour nous un petit groupe. Un stage de dessin a été organisé au pavillon Bozio toute cette semaine pour les enfants avec deux groupes, les 7-9 ans le matin et le groupe des 10-13 ans l'après-midi. La thématique, le portrait dans tous ses états. Ce stage propose aux enfants une immersion dans l'univers du portrait à travers une exploration de plusieurs périodes de l'histoire de l'art moderne. L'objectif, c'était de créer un portrait et plusieurs portraits tout au long de la semaine, en le déclinant. Donc au départ, on partait de l'hyperréalisme et du réalisme. Donc on apprenait toutes les bases des yeux, du nez, la bouche, etc. Et en le déformant, en passant par un voyage au cœur de plusieurs mouvements artistiques. Donc on est passé par le fauvisme, le cubisme, le dadaïsme, on a fait du collage et progressivement, on se déplace du réalisme jusqu'à l'abstrait. Ce qui leur permet d'une part de découvrir des mouvements artistiques, de s'entraîner tous les jours au portrait et donc de découvrir un petit peu comment on peut dessiner un portrait au-delà de ce qu'on a l'habitude. Ce stage ludique leur a permis d'observer le monde, de s'exprimer librement et jouer avec les styles tout en développant leur sens artistique et leur imagination. On avait choisi un portrait et on l'avait modifié chaque jour en le faisant de plus en plus abstrait. Et qu'est-ce que tu penses de ce stage ? Il est très bien, il est original et j'adore. Ça me fait travailler l'art et j'adore ça. Tu veux en faire ton métier plus tard ? Tu veux être artiste plus tard ? Oui. Prochain stage pour les enfants pendant les vacances de printemps du 20 au 24 avril. La thématique, l'autoportrait entre photographie et dessin. Et sachez que adultes et enfants peuvent également profiter d'ateliers tout au long de l'année. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet du pavillon Bozio. Nous refermons ce journal comme nous l'avons ouvert sur le thème de la solidarité. L'association Amadarche a annoncé la date de son 12e gala. L'Arche du Cœur aura lieu mardi prochain, le 3 mars, à l'auditorium Rigné 3. Un millier de spectateurs est attendu pour ovationner le Nice Gospel Group et ainsi soutenir l'Arche à Grasse. Il s'agit d'une
une communauté accueillant des personnes souffrant de handicap mental. À l'issue du spectacle, une tombola sera tirée. Les participants s'y sont inscrits ce matin dans la galerie commerciale de Carrefour. Et pour réserver votre place pour mars, rendez-vous sur Monte Carlo Ticket. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur le parquet de la salle Gaston Médecin avec les images du match d'Euroleague d'hier. Les Monégasques ont longtemps pensé renverser le Maccabi Tel Aviv. En vain, ils renoueront avec le succès, on l'espère, jeudi prochain face au Fenerbahçe. Dans un instant, les prévisions météo d'Alban Gingembre. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Excellente soirée sur Monaco Info. Bonsoir à tous. Demain, le ciel sera couvert à Monaco. Les nuages en nombre laisseront peu de place aux courtes éclaircies. Le thermomètre, comme aujourd'hui, affichera des températures agréables pour cette fin février. 10 degrés le matin et jusqu'à 14 degrés l'après-midi. Du gris donc pour ce week-end, mais pas de pluie. Le 28 février, nous fêtons les Romains. Et puis ce sera aussi la journée mondiale sans Facebook. L'occasion de déconnecter et de prendre des nouvelles de ses proches.